Bonsoir Madame, Monsieur, un plaisir de vous retrouver dans cette édition de journal. Après sa démission, il revient en politique. Joseph Diogbenou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, reprend son manteau d'homme politique. Il a annoncé ce mercredi après-midi à la faveur d'une conférence de presse. Voici le compte rendu que nous propose Angèle Toboula. Ce renoncement à l'action politique auquel j'ai dû me soumettre m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, qu'il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier. Voilà qui est désormais clair. Joseph Diogbenou renouvelle avec son engagement politique. À sa désignation par le bureau de l'Assemblée nationale sous la présidence de Maître Adrien Ngwedji, l'homme a dû renoncer à la chose politique pour assurer le rôle de conseiller à lui confié à la Cour constitutionnelle avant d'être projeté à la tête de l'institution. 4 années au cours desquelles il a fait le job, il en est reconnaissant. Mais ses objectifs dans cette société démocratique et cet État en construction sont d'abord politiques. Joseph Diogbenou retrouve sa famille politique qui n'est rien d'autre que l'Union progressiste. Je voudrais donc très formellement et très publiquement vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé, et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. Que je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra bien me confier. Joseph Diogbenou qui revient dans l'arène politique, mais en quelle qualité? Simple militant ou président du parti Union progressiste, comme il se susurre dans l'opinion? La question lui a été posée. Voici sa réponse. Cette question est adressée à l'Union progressiste. Mais il faut quand même souligner que les fonctions les plus éminentes sont exercées par les militants les plus simples, mais les plus engagés. Et donc, mon intention n'est nullement d'occuper une fonction déterminée, mais de me remettre dans le débat politique, mais de me remettre dans l'engagement politique, mais de me remettre dans la construction politique. Beaucoup de choses sont encore à faire et il me paraît nécessaire, je revendique la qualité d'un intellectuel engagé, il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel et de se remettre en chemin en parcourant les monts et vallées, les villages et les villes, les quartiers, les arrondissements et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce que, au plan politique, on leur offre et qu'ils participent mieux à la réalisation de cette offre politique. C'est ce qui me détermine fondamentalement lorsque surtout vous considérez que, à titre personnel, ce dont vous pouvez être utile dans le cadre d'une institution est déjà suffisamment accompli et qu'il est encore nécessaire de contribuer ailleurs au renforcement de l'État de droit, eh bien, il faut en tirer les conséquences. Nous avons tiré ces conséquences-là. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle devient une sorte d'enclos à rejeter, mais justement parce qu'il est plus important de se mettre en position, de se mettre à la disposition, de se mettre avec beaucoup d'humilité au service de chacun de nos compatriotes et surtout au service du parti pour contribuer davantage à la construction de ce qui est important pour nous tous. À ce titre, l'ancien président de la Cour constitutionnelle dit être désormais candidat
à tout ce que son parti lui demandera de faire. Et avant cette conférence de presse, l'ancien président de la Cour constitutionnelle a passé le témoin ce matin au vice-président de l'institution. Il s'agit de Razaki Amouda Issifou. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cette démission de Joseph Djogbenou a été largement relayée par la presse locale et internationale. La rédaction a parcouru quelques journaux locaux parus ce mercredi pour une revue des titres. La photo du désormais ex-président de la Cour constitutionnelle trône à la une de tous les canards parus ce 13 juillet. Cour constitutionnelle du Bénin, Djogbenou dépose tablier écrit noir sur blanc le matinal qui propose à ses lecteurs aux pages 2, 7, 8, 9 et 15 de la livraison du jour les probables raisons de la démission de l'homme, la réaction de quelques acteurs politiques, tout un dossier sur cette démission. Le canard de Dandji a même interrogé l'ancien président de la Cour constitutionnelle, maître Robert Dossou, qui s'est prononcé sur les implications juridiques de cette décision. Où va Djogbenou? C'est la question que se pose de son côté Matin Libre en apprenant cette démission de l'avocat politique nationale. Quelque chose se prépare, titre Le Canard, avec plusieurs interrogations à sa manchette aujourd'hui. Première question, Djogbenou, président de l'Assemblée nationale. Deuxième, Rongbeji à la Cour constitutionnelle. Le Canard est pour le moment le seul à voir le rapport entre la démission de Joseph Djogbenou et une probable arrivée de maître Adrien Rongbeji à la tête de la Cour constitutionnelle. De toutes les façons, le journal s'interroge à travers ses analyses avec la photo des deux avocats en manchette ce mercredi. Démission de Joseph Djogbenou à la Cour constitutionnelle, le sens de l'acte placarde en rouge et bleu le quotidien public d'information La Nation avec une belle photo du quinquagénaire qui paraît très serein. Un second article est proposé aux lecteurs sur le processus de remplacement de l'homme. Les regards tournés vers le bureau du Parlement est titré cet article qui se retrouve à la une du journal. Info Matin en rouge ce mercredi pense que ce geste de l'ancien président de la Cour constitutionnelle était prévisible. Démission de Joseph Djogbenou, un événement prévisible, mais et ce mais est à retrouver dans les colonnes de la parution du jour. Et puis on termine cette revue des titres avec le Béninois libéré. Démission de Joseph Djogbenou à la tête de la Cour constitutionnelle. Talon vient de désigner son dauphin. Titre Le Canard qui va plus loin dans son analyse. Djogbenou va essayer de maquiller l'évidence à sa conférence de presse. Voilà, c'est un récit de Angèle Toboula et autres actualités dans cette édition de journal. L'actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 13 juillet 2022. Les membres du gouvernement ont aussi autorisé une mission de maîtrise d'œuvre partielle dans le cadre de l'aménagement hydro-agricole de 8000 hectares de terre. Les précisions ici avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon-Rongbeji. La séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi le 13 juillet 2022, présidée par le chef de l'État, M. Patrice Talon, a débouché sur les décisions ci-après. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, actualisation du Code des valeurs et d'éthique de la fonction publique. Le présent code est une relecture de celui de 2008. Il intègre 10 nouvelles valeurs aux 9 anciennes, d'une part, dans le but de lutter contre les tares qui minent encore notre fonction publique, et d'autre part, pour l'adapter au contexte actuel en tenant compte des recommandations faites à cette fin. Aussi, le présent texte transforme-t-il en règle de conduite de l'agent public certaines valeurs contenues dans le dit code. Elles sont relatives notamment à la promotion du travail bien fait, au sens élevé de responsabilité, à l'intégrité, à la justice, à l'abnégation, à la dignité, de même qu'au patriotisme. Outre ces améliorations, les principales innovations du texte portent sur un préambule fondé sur le développement durable, 3 nouveaux principes à savoir la mutabilité du service public aux besoins des usagers,
le contrôle hiérarchique et l'accessibilité du service public. 2 formulaires d'engagement, l'un adressé aux agents de l'État et l'autre aux agents nommés à des postes de responsabilité. Le ministre du Travail et de la fonction publique assurera la vulgarisation du code et veillera à son application dans toute l'administration publique. En point 2, organisation des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. La dynamique de développement qu'a amorcé notre pays et les spécificités des nombreux chantiers ouverts appellent une actualisation et un renforcement des procédures de l'évaluation environnementale et sociale. C'est ce qui justifie l'adoption du présent décret en remplacement de celui numéro 2017-332 du 6 juillet 2017 portant sur cette matière. Il renforce la participation de tous les acteurs et consacre des innovations dont la réduction du montant des redevances à payer par les promoteurs, l'insertion des e-services dans la délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale, la prorogation de la durée de validité du dit certificat à 3 ans contre 1 jusqu'ici et celle de la périodicité de réalisation des audits environnementaux et sociaux externes à 3 ans contre 2 actuellement. L'exigence d'un plan d'engagement de la part du promoteur pour la mise en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale ainsi que du cahier des charges relatif. La catégorisation des différents projets en tenant compte des impacts des activités et du milieu d'implantation. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable assurera l'information des organismes intéressés et veillera à la bonne application de ce décret. Et le 24 juillet prochain va se tenir sur l'ensemble du territoire national les élections des membres qui vont siéger à la Chambre des métiers de l'artisanat. Hier mardi, le comité d'organisation en charge et la Sénat ont officiellement lancé la campagne électorale. Les candidats inscrits ont 10 jours exactement pour convaincre les artisans sur leur projet de société. Reportage. La campagne électorale des élections des membres de la Chambre consulaire des métiers de l'artisanat est lancée. Je déclare ouverte la campagne électorale en vue de l'élection des membres de la Chambre consulaire des métiers de l'artisanat du Bénin. Campagne ouverte mercredi 13 juillet à 0h et la campagne s'achève obligatoirement le vendredi 22 juillet à minuit. Ces élections se tiendront le 24 juillet 2022. Bien avant, les candidats ont 10 jours pour convaincre 452 000 électeurs sur toute l'étendue du territoire national. L'organe national de gestion des élections est heureux d'avoir été invité à cette fête de l'artisanat. En effet, c'est pour la 3e fois que le gouvernement associe formellement la Sénat au processus électoral des membres des chambres consulaires. La Sénat voudrait vous rassurer que le mandat qui lui a été confié sera exécuté conformément aux termes du décret et du mémorandum d'entente signé avec le comité d'organisation des élections. Le corps électoral qui est appelé à élire les membres de l'Assemblée consulaire comprend tous les artisans en activité et inscrits sur la liste électorale de leur branche d'activité et de leur sous-branche d'activité artisanale. À l'issue de ces élections, 80 membres seront désignés puis installés. Et puis se tient également depuis ce mardi à l'Institut français de Cotonou une table ronde sur les 30 ans d'anniversaire du sommet de Rio. C'est une rencontre de partage d'expériences entre acteurs intervenant dans cette chaîne. Les assises de 2 jours permettent également de faire le bilan des acquis des luttes liées à la protection de l'environnement au Bénin. Aziz Adam Soulé pour l'Esther Saossi. C'est une conférence axée sur les 30 ans du sommet de Rio, ici à l'Institut français de Cotonou. En juin 1992, à Rio de Janeiro, 120 chefs d'État et de gouvernement ont adopté la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement avec un programme d'action pour le 21e siècle dénommé Agenda 2021 et contenant 2500 recommandations relatives à la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité. C'est pourquoi
À l'occasion de cette célébration, l'heure est au bilan des actions menées jusque-là, les acquis obtenus et les nouveaux enjeux liés à l'environnement et au développement durable. Il s'agit de passer en revue la durabilité de la gestion de la biodiversité au Bénin. D'abord, comprendre comment est-ce que la biodiversité concourt à la durabilité du développement dans notre pays. Quel est l'intérêt pour tous les acteurs, et en particulier pour un public si jeune. Comment ils peuvent se sentir concernés, interpellés et engagés. Donc mon rôle a été d'aider chaque intervenant à dire ce qu'il fait. Vous avez vu que ceux qui font sont des jeunes et ensuite à amener l'auditoire à comprendre et à s'engager. Dans l'auditoire, il y avait des acteurs qui agissaient déjà et d'autres ont pu comprendre aussi qu'ils peuvent agir. Que la biodiversité, ce n'est pas simplement les grands lions et les éléphants. La biodiversité, elle est fondamentale pour notre sécurité alimentaire. Elle est fondamentale pour la croissance de notre pays. Elle est fondamentale même pour la résilience par rapport aux chocs exogènes. Donc, comprendre tout cela et voir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui doit changer, comment chacun pourrait s'engager pour que cela change. Après la série de communications données sur l'importance de la sauvegarde de la biodiversité, les participants disent avoir été ragaillardis. L'intérêt pour moi de participer à cette célébration des 30 ans du sommet de la Terre, comment est-ce que nous pouvons nous engager à la protection de notre planète. Donc on a fait un pas de plus et le ministre demandait à la fin qu'est-ce que vous allez faire. Je pense que nous on a eu une participation active parce que tout le temps de cette célébration, nous n'avons fait que des posts et des posts et des posts, encore des partages pour que le message qui est donné ici en direct puisse parvenir aux communautés et que chacun comprenne, oui, 30 ans après, où est-ce que nous en sommes, avons-nous changé, comment nous engager, la balle est dans notre camp maintenant. Mes attentes sont comblées parce que je pense que cet événement vient renforcer notre travail sur le terrain. Nous sommes heureux d'avoir participé à ce sommet anniversaire, en 30 ans d'anniversaire pour le sommet Rio. Parce que cela nous a permis non seulement de partager ce que nous faisons et d'apprendre aussi d'autres acteurs, aussi bien au niveau politique, au niveau de la société civile qu'au niveau du privé. Nous menons plusieurs actions qui concourent évidemment au développement durable en essayant de répondre ou d'intégrer ces différentes dimensions plutôt dans nos actions. Tout à l'heure, j'ai présenté une initiative pilote que nous conduisons dans la ville d'Abomey-Calavi qui consiste à implémenter 3 solutions fondées sur la nature pour adresser les questions de perte de la biodiversité et également l'amélioration de la sécurité alimentaire dans un contexte d'urbanisation effrénée. Plusieurs associations, pour rappel, au Bénin s'illustrent fort bien dans la sauvegarde de l'environnement. À cette occasion, elles ont une fois encore réitéré leur engagement de continuer le combat. Et c'est déjà la fin du 19h de ce mercredi 13 juillet 2022. Merci madame, monsieur de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin, en direct via l'application iOS et Android eTélé Bénin, tout simplement eTélé avec vous pour vos bonnes suites de programmes en notre compagnie.